Europe Matin. 7h, 9h, Dimitri Pavlenko. Il est 9h moins le quart sur Europe 1, le club de la presse. Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles avec nous ce matin. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri. Et David Revaud-Dallon du Journal du Dimanche. Bonjour David. Bonjour Dimitri. Bonjour à tous les deux. C'est donc la rentrée scolaire en ce jeudi 1er septembre pour un peu plus de 12,5 millions d'élèves et d'apprentis. 1 200 000 personnels, ça en fait du monde sans compter les parents. On va rejoindre tout de suite Louise Salé, notre reporter européen. Bonjour Louise. Bonjour à tous. Alors vous êtes devant une école dans le 17e arrondissement de Paris. Parents et enfants justement. Et ben ça y est, ils sont séparés à 9h moins le quart. Hein. Oui, là, les enfants sont passés derrière la grande grille bleue. Ils sont dans la cour. Il y a quelques minutes, ils étaient regroupés avec leurs parents devant les fameuses listes des noms d'élèves et chacun a découvert qui est dans quelle classe. Il y a eu quelques surprises, mais dans l'ensemble, c'est plutôt des soulagements et beaucoup de cris de joie. Les portes sont ouvertes depuis 8h20, mais des parents prolongent un peu les retrouvailles. On se raconte leurs vacances. Tout ça, je vous cache pas, ça fait un sacré brouhaha. L'établissement devant lequel je me trouve accueille 300 élèves répartis dans 13 classes, de la petite section au CM2. Et la bonne nouvelle ici, c'est qu'il y a bien un professeur devant chaque élève. Eh bien, tant mieux pour cette école. Merci à vous Louise Salé qu'on retrouvera en direct aussi dans le journal de 9h. Charlotte Dornelas, la dernière rentrée scolaire, c'était il y a longtemps pour vous ? Oui, il y a quelques années, c'est très désagréable comme question. C'était il y a quelques années, mais c'est marrant parce que votre âge, c'est ça. Mais quand je l'entends dire, on regarde sur les listes, dans quelle classe on est, est-ce qu'on est avec ses copines, est-ce qu'on a la bonne, est-ce qu'on a la bonne instit et tout. J'ai moi-même un nœud dans le ventre là en y repensant. Justement, je vous annonce que demain matin, Europe 1 passe en édition spéciale d'une certaine manière, grand thème autour de l'école. On va s'intéresser à l'apprentissage parce que ça fait partie aussi des crises cachées à l'école, la crise de l'apprentissage. Comme pourquoi l'école de France a tant de mal aujourd'hui à susciter la curiosité des élèves. Ça fait partie des grands sujets. On sera avec Stanislas Dehaene, c'est un grand chercheur, un spécialiste du cerveau. Il sera demain matin avec nous à 7h. Mais pour l'heure, penchons-nous sur les sujets du jour. La rentrée politique notamment. Le gouvernement a passé la journée d'hier en séminaire, séquence un peu façon team building, comme on dit en entreprise. On resserre les liens, mais aussi les boulons. Un cadrage de l'agenda des prochains mois. Il a beaucoup été question d'énergie, vous vous en doutez. Recadrage collectif également. Il y a ce mot assez délicieux d'un ministre dans le Figaro ce matin, David Revaud-Dallon, je vous le cite. Ce ministre nous dit au gouvernement, en ce moment, tout le monde est en profession libérale. Sous-entendu, chacun à son compte. Bruno Le Maire qui s'oppose au super profit, mettant d'ailleurs la première ministre au défi, l'air de rien. Clément Beaune en solo sur les jets privés. Alors a-t-il été question de cette affaire Iqiyoussen aussi, gros ratage pour les forces de l'ordre, mise en échec par un imam. Mais qu'est-ce qui s'est passé, David Revaud-Dallon ? Tout le monde se pose la question là. Il s'est passé qu'en quelques heures ou en quelques minutes, ce qui était une victoire juridique, puisque le Conseil d'État avait finalement validé la décision et l'action du ministre Darmanin en matière d'expulsion. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur était lui-même sorti dans la cour de la place Beauvau pour annoncer à grand renfort de tambours et trompettes cette victoire. Eh bien, patatras, cette victoire s'est transformée en pataquès, puisque effectivement, il y a eu, semble-t-il, un défaut de surveillance de cet imam. On se demande pourquoi. D'ailleurs, il a pu prendre la poudre d'escampette, semble-t-il, en Belgique, d'après les déclarations des autorités. Et on se demande vraiment ce qui s'est passé. Apparemment, son téléphone bornait depuis son domicile du nord de la France. Seulement, l'imam n'était pas avec le téléphone. Voilà, il semble que l'imam ait abandonné son téléphone depuis plusieurs jours. Donc, ça pose une vraie question sur la surveillance, sur un défaut de surveillance, puisque si le ministre avait placé l'enjeu politique à ce niveau, il avait choisi de faire de ce cas un symbole, puisqu'on sait que la droite et l'extrême droite accusent le gouvernement d'être totalement incapable en matière d'expulsion en général. Je parle même pas là des cas de séparatisme, d'imams prêchant la haine des juifs, la discrimination des femmes, etc. Ce qui est un peu le cas de l'imam Iqiyoussen quand même. Bien sûr, mais on peut ces déclarations. Absolument, puisque le Conseil d'État d'ailleurs a validé ces deux éléments, non pas le séparatisme, non pas le complotisme, non pas la défense des attentats, mais c'est au motif de l'antisémitisme et de la discrimination des femmes. Mais je veux dire, c'est un débat qui dépasse largement le séparatisme, qui touche les obligations de quitter le territoire français, puisqu'on voit que au-delà des imams prêchant la haine, on sait que très peu d'OQTF
comme on les appelle en langage administratif, sont appliquées, et aussi et surtout parce que les pays concernés refusent de donner des laissez-passer consulaires, et c'est précisément ce qui s'est passé, puisque le Maroc est revenu sur sa décision. Alors justement, on a une OQTF-ologue dans le studio, si je puis me permettre, Charlotte Dornelas, vous connaissez très bien le sujet, plaisanterie mise à part. Alors il y a la dimension politique, ce coup dur pour Gérald Darmanin, l'homme fort, celui qui se veut l'homme fort du pôle régalien du gouvernement, qui vous devait faire oublier le Stade de France, et voilà que finalement il s'y trouve renvoyé. Et puis il y a la question, on va dire, strictement policière, parce que on peut se dire aussi que l'imam Iqiyoussen, finalement, qu'il y ait eu défaut de surveillance, qu'il soit parti en Belgique sans qu'on l'ait vu, l'homme représentait-il une menace immédiate pour la sécurité nationale aussi? Est-ce que les policiers doivent aller là où le ministre leur dit d'aller? Non, évidemment qu'il n'y avait pas une menace directe, parce que sinon, évidemment, la décision aurait été prise dans l'urgence absolue, ce qui n'était pas le cas. Il y avait une décision d'urgence, et c'est le référé de l'avocate de l'imam qui, lui, était un référé d'urgence avant la décision du Conseil d'État, en l'occurrence. Mais simplement, moi, ce que je vois dans cette histoire, honnêtement, pour en effet travailler pas mal sur le sujet, quand le Conseil d'État a validé la décision du ministre, je me suis dit, c'est quand même gonflé, parce que évidemment, il y a une telle volonté de Gérald Darmanin et une telle implication du ministre de l'Intérieur lui-même dans cette histoire que le Conseil d'État, on se rend bien compte que le droit est interprété d'une manière ou de l'autre selon la situation, là en l'occurrence politique et médiatique. Ça n'arrive jamais. Vous le disiez vous-même, les OQTF ne sont pas respectés. Pourquoi ? Parce que l'État ne fait jamais appel devant le Conseil d'État pour une personne lambda, on va dire, qui est sommée de quitter le territoire français. Et évidemment, quand vous dites à une personne qui est en situation irrégulière, ce qui n'est plus un délit, donc qui est interpellée à l'occasion d'un autre délit. Depuis 2013, depuis 2011, c'est un délit. Je crois, 2011-2013, c'est ça. Ça n'est plus un délit. Donc vous ne pouvez pas être expulsé pour le simple fait d'être présent de manière irrégulière sur le territoire français. Donc à l'occasion de la commission d'un autre délit, on vous dit vous avez 30 jours, dans la plupart des cas, vous avez 30 jours pour quitter le territoire français. On met en CRA de manière anecdotique, en centre de rétention de manière anecdotique. Or, pendant ces 30 jours, vous parlez à n'importe quel policier qui a déjà eu affaire à ça et vous dit pendant les 30 jours, qu'est-ce qui se passe ? Ah bah le gars disparaît. En fait. Et au bout de 30 jours, personne ne sait où il est. Et donc, ils accumulent les OQTF au fil des années. Donc, rien d'exceptionnel dans le cadre de l'affaire de Gérald Darmanin a voulu en faire un symbole. Moi, quand j'ai vu la décision du Conseil d'État, évidemment, j'étais contente. Je ne vais pas vous dire que je regrettais que le Conseil d'État valide l'expulsion de cet homme. Et je me suis dit, alors tout le monde va croire que c'est normal. On a décidé qu'il allait être éloigné et en fait c'est normal qu'il le soit, mais dans les faits, ce qui se passe aujourd'hui avec l'imam est beaucoup plus ce qui se passe dans la réalité avec tous les autres. Donc Gérald Darmanin a voulu en faire un symbole. Je suis désolée pour lui, c'est pas le symbole qu'il attendait probablement, mais en effet c'est un symbole révélateur aujourd'hui beaucoup plus qu'hier. C'est juste deux petits points. Il n'y a pas que le juridique dans cette affaire tout de même. Il n'y a pas que la décision du Conseil d'État. D'abord, il y a les ressources de la force publique allouées, c'est-à-dire que si on veut expulser tous les gens qui sont expulsables, il faut utiliser des milliers de policiers. Ah oui, non seulement 6 policiers par personne à surveiller. C'est non seulement la police de l'air des frontières, mais quasiment l'ensemble de la sécurité publique qu'il faudrait déployer. Donc c'est absolument impossible matériellement. Et puis je reviens à mon point sur les laissez-passer consulaires. Depuis 10 ans, à chaque fois qu'un ministre de l'Intérieur s'installe à Beauvau, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait la tournée de tous les pays concernés. Alors ça dépend un peu des pays selon les périodes. Je me souviens que essentiellement les pays du Maghreb. Oui, mais Gérard Collomb par exemple avait fait la Géorgie et l'Albanie parce qu'il y avait beaucoup de demandeurs d'asile dont l'asile n'était pas accordé et qui étaient expulsables. Et donc il y avait beaucoup de problèmes avec ces pays, mais bien sûr des pays du Maghreb, des pays d'Afrique noire, etc. Et à chaque fois qu'un ministre de l'Intérieur arrive, il s'installe et il dit vous allez voir, moi je vais resserrer les boulons et je vais faire appliquer les OQTF. Il fait la tournée des pays et il s'avère qu'à l'arrivée, c'est vrai que cet exemple-là est absolument emblématique parce que en réalité les OQTF, je crois que de mémoire il y en a moins de 10 000 qui sont appliqués chaque année et ça reste sur une tendance 6% je crois l'année dernière et j'ai quand même le sentiment que ceux et celles, pour la citer Marine Le Pen qui explique que si jamais elle arrive au pouvoir, elle fera appliquer les OQTF, j'ai bien peur qu'elle soit confrontée exactement au même problème, et c'est-à-dire ces deux problèmes, le refus des pays de recevoir leurs propres ressortissants et surtout les moyens de la force publique. Alors juste, on va se pencher justement sur le cas de la suspension par le Maroc de ce laissez-passer consulaire. On déduit de cette suspension que le laissez-passer consulaire avait été accordé par Rabat du bout des doigts, du bout des lèvres, et que finalement le risque politique s'est aussi déplacé au Maroc. Alors je vous propose de réentendre ce petit micro-trottoir réalisé par notre reporter Thibaut Hu dans les rues de Casablanca, où l'affaire Iqiyoussen commence à faire parler. Écoutez. Non, le Maroc, c'est pas une poubelle pour des choses comme ça. C'est un citoyen marocain et français. Il a vécu presque les 3/4 de sa vie en France, sa femme et tout ça. S'il a cet idéalisme vers les Juifs,
C'est le problème de la France. C'est la France qui doit trancher cette affaire. La France, elle veut se débarrasser de tout ce qui est mauvais là-bas. Mais on ne peut pas, là. Parce que le Maroc aussi, si on veut se débarrasser de tout ce qui est mauvais là-bas, donc ça va être vide aussi, non? Il vaut mieux que chacun prenne sa part de responsabilité. Peut-être en le réintroduisant et lui donnant une bonne formation, il va être un bon élément après, donc on ne sait pas. Voilà, alors quelle formation pour l'imam Iqiyoussen afin qu'il devienne un bon élément? C'est un peu le serpent qui se mord la queue, là. Non, C'est mais le formateur qui est formé. c'est ça. Il y a quand même cette expression, le Maroc n'est pas la poubelle de la France. Voilà comment c'est ressenti là-bas aussi. Oui, mais j'ai envie de dire miroir, quoi. C'est-à-dire que la France n'est pas non plus destinée à être la poubelle. Non, mais c'est marrant parce que ça me rappelle, vous vous souvenez, pendant la campagne présidentielle, c'est un homme, alors je crois que c'était un homme d'origine algérienne cette fois-ci, qui sortait de prison et qui avait dit ça à Éric Zemmour dans un entretien, dans la rue, quoi. Et il lui avait dit oui, mais vous voulez expulser les Algériens qui sont en France, mais l'Algérie, c'est pas une poubelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Ça veut dire que ces gens-là, d'abord, ne sont considérés en l'occurrence par leurs compatriotes initiaux comme des déchets, parce que c'est ça que ça veut dire quand même une poubelle. Et en fait, la question qui se pose, moi je les comprends parfaitement, les Marocains qu'on vient d'entendre, ils ont raison. Je vois pas, moi je suis marocaine, là demain on me dit alors vous allez récupérer l'imam machin, vous avez vu les propos qu'il a tenus, de la même manière que moi française, j'ai pas très envie qu'il continue à vivre dans mon pays, qui en effet l'a vu naître mais qui n'a jamais vu être aimé de lui, j'ai pas envie non plus de récupérer cet imam-là. Simplement, c'est évidemment un rapport de force entre les pays. C'est la question aussi à la fois de la binationalité et du voyage. Donc je comprends ces Marocains, mais moi je suis française, je défends mes intérêts en l'occurrence. Et mon intérêt premier et celui de mon pays, c'est que cet imam n'y vive pas. Ouais. Quelle est la toile de fond justement entre la France et le Maroc, David Revaud-Dallon? On a plusieurs explications possibles. On a sur la suspension de se laisser passer consulaire. On a cette affaire des visas qui remonte à l'année dernière où la France avait réduit le robinet des visas à l'endroit des 3 pays du Maghreb, Maroc, Tunisie, Algérie. Mais bon, on ne voit pas pourquoi ce laissez-passer consulaire qui avait été accordé au 1er août serait d'un coup suspendu, puisque c'est une vieille affaire. Cette affaire. Alors, il est valable 30 jours. 60 jours, je crois. 60 jours. Donc jusqu'au 1er octobre. Donc voilà, on avait encore un mois. Donc le Maroc a coupé court. Il y a peut-être cette hypothèse diplomatique. On sait que c'est compliqué entre le Maroc et l'Algérie. Et la visite du président Macron en Algérie a peut-être agacé... Rendu jaloux les Marocains? C'est possible. On sait que c'est quand même très, très, très sensible comme question. Puis il y a tout simplement la question de la politique marocaine en matière de lutte contre l'islamisme. On sait que ça ne rigole absolument pas, que les services de renseignement marocains sont quand même... Il y a eu quand même des attentats assez meurtriers là-bas qui ont frappé les esprits. On sait que le pouvoir marocain ne souffre guère de dérives à ce niveau-là, que c'est extrêmement bien tenu. Donc là, ça rejoint effectivement ce qui a été dit par les Marocains que vous interrogiez à Rabat ou Casablanca, je ne sais plus, dans le reportage. Merci à tous les deux. David Revaud-Dallon du Journal du Dimanche et Charlotte Dornelas, Valeurs Actuelles. Merci à tous les deux. À la semaine prochaine. Notre binôme du jeudi, donc.